Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Opération commando cette nuit à Miami. Le petit Elian, emmené par les agents fédéraux, a retrouvé son père à Washington. Le président des États-Unis s'explique à la télévision. L'enthousiasme à Cuba et la colère des manifestants à Miami. Dans le Gard, ce tragique accident, une fillette de 6 ans emportée par le tourbillon des eaux. Sa famille a tenté de la secourir en vain. Les obsèques de la jeune employée d'un McDonald's tuée par l'attentat de mercredi dernier, un dernier hommage pour une cérémonie dans l'intimité. L'affaire Yadarl avec dans les arènes l'une des stars montantes de la tauromachie, un Français de 18 ans baptisé Juan Batista. Si l'on pouvait encore en douter, l'affaire du petit Elian, récupérée cette nuit par un commando, est bel et bien une affaire d'État. Bill Clinton en personne a tenu une conférence de presse pour expliquer l'opération des fédéraux qui se sont donc emparés de l'enfant à Miami pour ensuite le conduire sur une base aérienne près de Washington. Elian Gonzalez a donc, il y a quelques heures, retrouvé les bras de son père alors qu'encadré par les forces de l'ordre, de nombreux manifestants rassemblés près de la maison où était hébergé l'enfant ont été finalement dispersés par les gaz lacrymogènes. Sur place, notre correspondant permanent, Étienne Lénart. À 5 heures du matin, l'effet de surprise a été total. En moins de 2 minutes, Elian Gonzalez est emmené sous très haute protection policière et dans les bras d'un agent fédéral. La poignée d'exilés cubains, une cinquantaine environ, qui montaient la garde devant la maison, tentent bien quelque chose, mais la police et l'enfant sont déjà partis. Un photographe a saisi la scène dans la maison. Et ces images figées que toute l'Amérique a découvert à son réveil disent la terreur du petit garçon et la douleur de ceux qui depuis 5 mois l'avaient recueilli. Je ne sais pas combien de pistolets ils avaient. Je les ai suppliés, je leur ai dit, nous vous donnons le petit garçon, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça comme ça. Et ils ont tout cassé. Tout juste 2 heures plus tard, près de Washington, sur la base militaire d'Andrews, le père d'Elian Gonzalez vient retrouver son fils à l'écart et personne ne s'en plaindra des caméras. L'image est furtive, un homme porte dans ses bras son petit garçon. Finalement, cette histoire est celle assez simple d'un petit garçon dont la mère est morte et qui a retrouvé son père au bout de 5 mois. J'espère qu'avec le temps, Elian et son père pourront retrouver une vraie vie de famille. À Miami, la communauté des exilés cubains qui avait fait du petit Elian le symbole de sa lutte éternelle contre Fidel Castro est en colère. Quelques arrestations, quelques incidents pour l'instant contenus par des forces de police très nombreuses dans les rues de la ville. Devant la maison, quelques centaines de personnes et à l'intérieur, en direct sur toutes les chaînes de télévision, un confrère américain fait le tour du propriétaire et montre les dégâts occasionnés par l'intervention des forces de l'ordre. Le grand-oncle exhibe quelques trophées laissés par les agents fédéraux, mais l'espoir dans le feuilleton Elian Gonzalez a cette fois changé de camp. À La Havane maintenant, on imagine aisément l'enthousiasme des Cubains qui ont appris par un flash radio en se réveillant le sauvetage d'Elian, le gouvernement de Fidel Castro qui se félicite et qui appelle la population à garder son calme afin de ne pas influer sur l'évolution de la situation. Au total, 3 communiqués successifs des autorités encourageant les Cubains à ne pas descendre dans la rue. Ainsi donc, le sort du petit Elian au terme de 5 mois de péripéties et de tractations semble ce soir mieux se dessiner. Retour sur cette histoire qui a commencé au large des côtes de Floride le 25 novembre dernier. Le rappel avec Philippe Rochaud. Elian, c'est d'abord le miraculé d'un naufrage. Un enfant de 6 ans d'une famille de Balseros, ces Cubains qui s'embarquent sur des coquilles de noix pour fuir leur pays et gagner la Floride. Sa mère et son beau-père sont morts dans le naufrage, mais Elian a été sauvé de justesse par des pêcheurs et des gardes-côtes américains. Il est recueilli par une autre partie de sa famille, sa cousine et son oncle déjà réfugiés à Miami. Mais très vite, Elian devient le symbole du déchirement des Cubains, tiraillés entre leur patrie et la tentation américaine. Car le père d'Elian, lui, est resté à Cuba et réclame son fils, encouragé bien sûr par le régime qui dénonce l'enlèvement de l'enfant. Fidel Castro prend fait et cause pour Elian et menace. Les Américains doivent prendre garde.
et rendre l'enfant avant 72 heures. Sinon, il y aura des millions de gens dans les rues qui demanderont sa libération. Et ça continuera jusqu'à son retour. Alors Eliane, ce petit bonhomme de 6 ans, exploité par l'une et l'autre partie, à qui l'on fait dire « Papa, je veux rester ici », va devenir l'enjeu d'un bras de fer entre deux communautés, deux visions de la vie et de la liberté. La justice américaine, avec Janet Reno, soutenue par le président Clinton, va trancher pour la solution la plus logique. L'enfant doit retourner près de son père. Mais ni sa famille de Floride, ni les exilés cubains qui depuis 5 mois s'étaient mobilisés pour l'enfant ne voulaient le laisser repartir à Cuba. On connaît la suite. Et pour un point de la situation en direct de Washington, nous retrouvons Étienne Lénart. On l'a vu dans votre reportage, on sent bien l'extrême nervosité de la population cubaine dans ce quartier de Miami, attisée par les méthodes jugées expéditives du gouvernement. Oui, bonsoir Béatrice. Il y a effectivement un début de polémique aux États-Unis concernant la méthode utilisée ce matin par les autorités pour récupérer le petit garçon, avec à l'appui cette photo terrible que nous vous montrions tout à l'heure d'un agent fédéral armé d'un fusil d'assaut qui est allé récupérer le petit garçon dans la maison. La ministre de la Justice s'est expliquée sur cette méthode, a dit que tous les recours légaux avaient été utilisés, que le grand-oncle refusait obstinément de rendre l'enfant et qu'il fallait bien à un moment ou à un autre pouvoir récupérer le petit Eliane pour le remettre à son père. Elle sait pouvoir bénéficier de l'appui de la majorité de la population américaine qui, dans tous les sondages, laissait penser, laissait dire que tous les Américains souhaitaient le retour du petit garçon auprès de son père. Peut-on craindre ce soir des actions d'envergure ? C'est difficile à dire. Il y a eu ce matin d'assez graves incidents à Miami. En même temps, les responsables de la communauté cubaine exilée aux États-Unis ont lancé des appels au calme. Ils ont proposé de rassembler les manifestants dans un stade pour pouvoir dire pacifiquement leur douleur et leur honte d'une certaine manière de la façon dont les choses se sont passées. Il y a aussi un début de manifestation à Washington, ici, devant les grilles de la Maison-Blanche. Et il est possible qu'avec l'arrivée de la famille de Miami qui vient à Washington parce qu'elle veut à tout prix pouvoir revoir le petit Eliane, elle devrait arriver dans l'après-midi ici aux États-Unis. Il est possible que des manifestations se produisent également à Washington. Merci Étienne Lénart de ces précisions. L'actualité en France avec d'abord cette tragique noyade dans les eaux agitées d'une rivière du Gard. Une fillette en glissant a été aspirée vers le fond par des courants tourbillonnants. Sa famille a tenté de la secourir en vain. 3 personnes sont portées disparues. Commentaire Olivier Caroff. Des manœuvres désespérées, dangereuses. Mais pour la cinquantaine de pompiers sur place, pas question d'arrêter après plus de 24 heures de recherche. L'un des leurs a été happé hier par ce tourbillon d'eau sur la rivière de la Cèze, en pleine opération de sauvetage. Les courants violents venaient d'engloutir une fillette de 6 ans et son grand-père. Un commandant des pompiers de Nîmes a plongé pour les retrouver. Malgré les harnais et les filins, il a été à son tour pris au piège. Je peux vous indiquer donc que tout sera tenté pour récupérer le plus vite possible les corps des disparus, en ayant pour souci de ne pas mettre en danger la vie des sauveteurs. Une simple balade sur la rive a donc tourné au drame. L'enfant a glissé, sa famille a tenté de le secourir, les parents ont pu s'agripper à la roche, pas le grand-père. Les lieux sont pourtant clairement signalés comme dangereux. En bas des panneaux figure même le sinistre bilan du gouffre, 16 morts. Vu l'imprudence des gens, je crois que ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre un gendarme derrière chaque personne qui fréquente ceci. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Impossible en effet d'interdire totalement l'accès au site. Une imprudence, un moment d'inattention ont coûté 3 vies humaines. Pour les sauveteurs, la deuxième nuit commence à la recherche des corps. Et en effet, nous retrouvons maintenant à proximité du lieu du drame, à la Roque-sur-Cèze, Karine Comazzi, avec donc pour les équipes de sauveteurs cette très délicate opération qui va consister à récupérer les corps. Oui Béatrice, bonsoir. Au moment où je vous parle, derrière moi, les secouristes sont en train de drainer la rivière avec un treuil de la Légion étrangère et des grappins afin d'enlever les troncs d'arbres et les branches d'arbres qui empêchent un bon écoulement.
Alors, ce travail prend beaucoup de temps. On envisage aussi de recourir dès demain matin à un dynamitage de la roche avec les artificiers qui sont présents sur place. Et si cela ne suffisait pas, eh bien, on envisage en toute dernière hypothèse de travail de détourner carrément le cours d'eau de la rivière à l'aide de barrages. Tout cela, bien sûr, prend beaucoup de temps et ici, sur place, la tension monte. Psychologiquement, les familles ont besoin de retrouver les corps des défunts. Les sauveteurs espèrent également pouvoir sortir eux-mêmes les corps de l'eau afin que ce ne soient pas des badauds ou des touristes qui les trouvent. Et enfin, je pense que pour les pompiers qui ont perdu l'un des leurs, c'est aussi une question d'honneur. Merci Karine de ces précisions. Venons-en maintenant aux obsèques de Laurence Turbeck, cet employé d'un McDonald's qui a été tué dans l'attentat mercredi dernier. Des brassées de fleurs et l'extrême émotion de ceux qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Sur place, ce sentiment d'incompréhension et de révolte qui prévaut toujours. Reportage Olivier Sioux, Christian Pellet. C'est une église moderne et banale, à 2 pas du centre commercial et du McDonald's où travaillait Laurence Turbeck. La cérémonie devait se dérouler dans l'intimité familiale, mais pour ce dernier hommage à la jeune femme tuée dans l'attentat de mercredi, il y avait aussi ce matin les amis, les collègues, les voisins, tous encore sous le choc. C'est une petite voisine, alors si vous voulez on est très touchés, surtout j'ai une fille qui est à peu près le même âge. C'est terrible. Par leur présence ou par leurs fleurs, amis ou anonymes, ce sont tous les Bretons qui témoignent ainsi de leur refus d'une violence aveugle. Quand viennent à tuer pour des revendications telles qu'elles soient, je suis sapeur-pompier et je trouve ça très regrettable. À quoi pensez-vous là ce matin? À la peine de la famille. Il y a une désolation. Franchement, ça ne doit pas exister à l'heure actuelle. On a des moyens de revendication autres que de tuer. Soudées dans leur douleur, les 2 sœurs de Laurence, dont l'une travaillait avec elle au McDonald's de Quai-Vert. Devant l'établissement fermé depuis l'attentat, les bouquets s'accumulent toujours. Dans tous les McDo de la région, les serveurs arboraient aujourd'hui un brassard noir, comme ici à Saint-Brieuc. Coïncidence, à 2 pas de là, un centre commercial a dû être évacué en milieu de journée à la suite d'une alerte à la bombe, une fausse alerte, comme si la psychose d'un terrorisme jusqu'ici ignoré gagnait la Bretagne tout entière. Quant à l'enquête, le SRPJ de Rennes lance ce soir un appel à témoins avec ce numéro de téléphone qui va s'inscrire sur votre écran, le 02 99 67 24 48. Donc pour cet appel à témoins, tous les appels seront traités, précise le SRPJ, dans la confidentialité. Pour sa part, la société McDonald's, qui dans une pleine page de publicité dans les quotidiens ce matin, lance un cri du cœur, assez de violence. Ce sont des êtres humains qui travaillent dans notre société. McDonald's n'est pas uniquement un symbole. En Corse, nouvel attentat contre une agence du Crédit Agricole à Sagone, au sud de l'île, à 90 km d'Ajaccio. La charge explosive reliée à une bouteille de gaz avait été posée sur le rebord d'une fenêtre du bâtiment, des dégâts matériels, mais aucune revendication. Dimanche dernier déjà, un attentat, cette fois-ci non loin de Bastia, visait une agence de la Banque Verte. En Guyane, les sauveteurs sans relâche continuent de déblayer dans la banlieue de Cayenne la route nationale recouverte partiellement par cette immense coulée de boue. Des décombres de l'usine, 3 nouveaux corps ont été dégagés hier, portant au total le nombre de victimes retrouvées à 6 et autant de disparus. Les chiens d'avalanche, vous l'avez vu, tentent de repérer d'éventuels survivants, notamment sur le parking de l'usine et sur la portion de route touchée par le glissement de terrain, des zones qui n'avaient pas encore été méticuleusement inspectées. Hier soir, le traditionnel chemin de croix au flambeau au Colisée, le pape Jean-Paul II, devant plusieurs dizaines de milliers de pèlerins, en a profité pour dénoncer l'hypocrisie dont les innocents sont les premières victimes. Reportage Isabelle Stess, Dominique Merlin. Jésus meurt sur la croix. Au pied du Colisée, symbole du martyre des premiers chrétiens, des milliers de flambeaux éclairent la Via Crucis, le chemin de croix. En ce vendredi saint, Jean-Paul II accomplit ici sa 20e procession. À Rome, la tradition commence au XVIIIe siècle. Et en cette année de grand jubilé, il y avait foule de pèlerins venus du monde entier pour partager avec le souverain pontife le calvaire du Christ, il y a 2000 ans. Jésus est chargé de la croix. Jean-Paul II
ne portera la croix qu'à la première station. La charge, moins de 3 kilos, est désormais trop lourde. C'est quelque chose de très émouvant de voir ce pape très fatigué, très souffrant, mais qui reparcourt tous ces chemins avec tous les chrétiens. C'est l'an du jubilé, parce que c'est probable en effet que le pape ne sera pas éternel comme personne, et par conséquent l'accompagner et lui faire sentir que le monde chrétien est avec lui à Rome. Je pense que c'est très important en ce moment. C'est d'autant plus important, je crois, de pouvoir prier pour lui et qu'il nous donne cette force également pour affronter tous les moments de la vie qui ne sont pas forcément faciles. Et je crois que cet effort, il le fait pour l'ensemble des chrétiens. Un symbole d'autant plus fort après l'épuisant pèlerinage en Terre Sainte. À la 14e et dernière station, celle de la déposition du corps du Christ, dans sa méditation, Jean-Paul II demande à Dieu d'éclairer les hommes, dénonçant les injustices envers les innocents. Jacques Chirac, qui passe ce week-end pascal au fort de Brégançon, s'est rendu ce matin à Marseille en compagnie de Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville. Le président de la République visitait une exposition sur l'art papou, l'occasion pour le chef de l'État de défendre la diversité culturelle. Vous le savez, Jacques Chirac est un grand amateur des arts premiers. Pas de trêve pascale pour les sondages politiques, mais une bonne nouvelle pour les cotes de popularité du président de la République et du Premier ministre, qui sont toutes les deux en hausse selon l'IFOP Journal du Dimanche. Plus 2 points pour Jacques Chirac, qui obtient 61% d'opinion favorable, plus 3 points à Lionel Jospin, qui rassemble 53% de bonnes opinions. Réunion ce matin du nouveau Conseil national du Parti communiste, l'occasion de découvrir les nouvelles têtes qui ont pris place dans cette structure, sorte de parlement interne au PC, avec signe des temps de nombreux jeunes. Autre signe des temps, la rencontre annoncée, c'est une première, de Robert Rue avec le patron des patrons, Ernest-Antoine Sellière, qui devient la cible toute désignée du parti. Alban Mikosi, Valérie Crétan. Il y avait ce matin, place du colonel Fabien, un je ne sais quoi qui évoquait la rentrée des classes. Je ne sais pas encore. Peut-être était-ce la météo automnale, peut-être l'ambiance potache de ce premier Conseil national nouvelle mouture, dont 3/4 des 271 membres n'appartenaient pas à la direction précédente. Parmi les nouveaux camarades, donc, l'architecte Roland Castro ou Michel Deschamps, le syndicaliste enseignant, qui confirmait cette impression de rentrée. Absolument. Il y a presque autant de chahuts et de retards. Sur l'estrade, aux côtés de Robert Rue, la nouvelle présidente de ce conseil, véritable parlement du parti, la corrézienne Dominique Gradov. Une première session consacrée à la nouvelle organisation et dont Robert Rue sortait particulièrement satisfait. Ce rajeunissement, cette grande mixité dans l'image de la société que nous trouvons dans ce Conseil national est vraiment, je répète, très très stimulant. Un parti peut-il être dirigé par 271 personnes? Pour les opposants à Robert Rue, ce nouveau Conseil national ne sera qu'une chambre d'enregistrement. Ce matin, les délégués ont appris qu'une rencontre au sommet aurait lieu entre Robert Rue et Ernest-Antoine Sellière. Je lui dirai sans détour ce que je pense de ce comportement nouveau du MEDEF, de ce comportement que j'estime politique et des volontés qu'il y a de sa part de renversement social, ce que j'évoquais à l'instant. Après avoir présidé le déjeuner amical des cadres du parti, Robert Rue affichait donc sa détermination. Le Parti communiste poursuit sa mutation et voilà Robert Rue plus que jamais en première ligne. Les fêtes de Pâques avec traditionnellement ces excès de gourmandise devant l'irrésistible chocolat. Peu importe, contrairement aux idées reçues, le chocolat n'est pas mauvais pour la santé, au contraire. Voici de quoi déculpabiliser les amateurs impénitents. Benoît Thévenet, Pierre Moscovici. Difficile à digérer, fait grossir, donne de l'acné. Le chocolat a bien du mal à se débarrasser d'une mauvaise réputation. Et pourtant, au XVIIe siècle, on lui reconnaissait des vertus fortifiantes et digestives. Les chocolatiers d'aujourd'hui s'appuient sur des études scientifiques pour montrer que le chocolat est bon pour la santé, à une condition tout de même qu'il soit de grande qualité. La santé du consommateur devient alors un argument supplémentaire pour dénoncer les récentes directives européennes. Un bon chocolat, un vrai chocolat. Donc le chocolat que nous, on va continuer à faire malgré les directives de Bruxelles, c'est un chocolat pur cacao, pur beurre de cacao, avec bien travaillé et fait dans des bonnes conditions, c'est très bon pour la santé.
C'est dans le produit de base, la fève de cacao, que l'on trouve les secrets médicinaux du chocolat. Un chocolat noir n'est donc pas seulement moins riche en sucre et en graisse, il contient aussi plus de substances bénéfiques à l'organisme. Et les vertus du cacao sont impressionnantes. Le chocolat a un effet positif important, souvent méconnu, c'est le fait qu'il est bénéfique au niveau du cholestérol, donc il fait baisser le cholestérol dans le sang, et les tanins qu'il contient favorisent, disons, une amélioration de l'état des artères. Donc on peut considérer que ça a un bénéfice de prévention cardiovasculaire. Par ailleurs, il contient des substances toniques, caféine, théobromine, et des substances, disons, anti-stress comme le magnésium, et même des substances un peu antidépressives comme la phényléthylamine, c'est des noms un peu barbares. Donc on voit qu'il y a un côté dynamisant, anxiolytique, anti-stress. Bonne nouvelle, la gourmandise peut faire du bien à l'organisme, mais attention, le chocolat reste un aliment comme les autres, en abuser vous conduirait tout droit à l'indigestion. En Grande-Bretagne, ces jours fériés seront sans doute l'occasion pour de nombreux Anglais de bricoler. Certains ont même eu l'idée de monter sur un site internet la décoration de leur maison, de quoi payer leurs travaux. Une recette qui marche. 1 million de personnes ont déjà eu la curiosité de voir en direct la progression du chantier. Benoît Duquel. Chez les Jones, tout le monde sait faire ou presque. Week-end Pascal ou pas, on fait tout soi-même, petits et grands travaux de la maison, on scie, on peint, bref, on s'adonne à ce qui est en fait un des passe-temps favoris de 20 millions de Britanniques. Mais lorsque monsieur est au pinceau, madame se met à la caméra, attention, l'émission va commencer. Hi everyone, we're emulsing the walls. Car Louise et Paul ont eu l'idée de s'exhiber sur le net avec un équipement de 700 000 francs, caméra, ordinateur et création du site. Ils retransmettent en direct tous les jours de 5 à 7 l'avancée de leurs travaux. Un programme interactif sponsorisé, de quoi payer la peinture et tout le matériel nécessaire pour refaire leur maison. Les gens veulent voir des situations réelles sur leur écran, la vraie vie. Les conseils techniques, pour eux, c'est secondaire. En fait, je ne me rends pas compte qu'il y a des gens qui me regardent sur leur écran. Je ne vois que Louise derrière sa caméra. C'est comme un film de famille. Malheureusement, j'ai l'habitude de travailler en silence, mais Louise doit souvent me rappeler à l'ordre pour mentionner les sponsors et donner des explications à haute voix. Vous êtes devenue une star? Oui, je suis une star. Et une star qui bosse, tout comme sa femme d'ailleurs, car n'allez pas dire à Louise qu'elle s'amuse pendant ce temps-là. Mais si, je travaille. Je ne me salis pas. Je suis une décoratrice. C'est elle qui dirige les artisans, qui choisit les matériaux. Moi, je suis l'ouvrier, je ne suis qu'une petite fourmi. Des fourmis qui devraient en avoir terminé début juin. Si tout se passe bien, il sera temps alors de déménager et de recommencer un peu plus loin pour amortir leur site sur Internet. Et parce qu'on est comme ça, chez les Jones. La feria d'Arles, depuis hier, avec en vedette un jeune torero français, Jean-Baptiste Jalabert, connu par les aficionados sous le nom de Juan Batista, portrait de la nouvelle coqueluche de la tauromachie, reportage Léo Lamperton, Cyril Paquet. Il n'a pas encore 19 ans, sa carrière a débuté il y a quelques mois à peine et il est déjà une vedette. Jean-Baptiste Jalabert, alias Juan Bautista, était hier chez lui dans les arènes d'Arles. Pendant plus de 2 heures, c'est une véritable danse qu'il a exécutée avec les taureaux. Et il a prouvé que malgré sa jeunesse, il sait maîtriser tous les gestes de la tauromachie grâce à un entraînement intensif. Ce que j'aime dans le combat, c'est sentir cette force que le taureau me transmet et transmet au public, non, cette peur, ce danger qu'il peut y avoir, et finalement arriver à le contrôler, et toute la peur et tout le mauvais moment qu'on peut passer d'un animal aussi dangereux, le faire passer en art et le transmettre au public. C'est à l'âge de 6 ans que Jean-Baptiste a décidé de devenir torero. Enfant, il venait ici, dans les arènes de la propriété familiale, combattre des taureaux imaginaires. Aujourd'hui, il s'y entraîne 2 à 3 heures par jour. Et même si son père, ancien torero lui-même, est fier de la carrière de son fils, il ne cache pas sa peur. J'aurais bien aimé qu'il fasse autre chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde rêve pour ses enfants d'une vie très confortable, quoi. Et d'être matador de taureau, c'est pas très confortable, c'est très très dur, c'est angoissant tous les jours. C'est comme si on a un gosse qui veut être boxeur ou pilote de Formule 1, tout ça. Quand il vient chez son père, Jean-Baptiste rend toujours visite à l'élevage de taureaux. Car d'étranges relations affectives l'unissent à cet animal. Lui qui est matador des tauros, tueur de taureaux, n'aime pas la mise à mort.
Le taureau doit mourir dans l'arène. Et donc celui qui doit le tuer, c'est le torero, donc c'est comme ça. Mais c'est vrai que si un jour j'avais la possibilité, et si un jour, pourquoi pas, le faire quelquefois en France, dans des occasions spéciales, uniquement les taurer et sans leur mettre le coup d'épée, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, les plus grandes arènes du monde mettent à l'affiche Juan Bautista. Mais il y a encore un rêve qu'il n'a pas réalisé, livrer à Paris une corrida à son mise à mort, uniquement pour la magie du combat. Dans le Languedoc, là où est née cette discipline, le fly surf, particulièrement spectaculaire, connaît un engouement grandissant. Une planche soulevée par un cerf-volant pour des amateurs de sensations fortes. Reportage Karine Comadzi, Pascal Ponce. L'eau, l'air, la vitesse, 3 ingrédients pour une discipline dans le vent, le fly surf. Depuis 2 ans, le sport d'école et les écoles foisonnent. C'est ici sur l'étang de Thau qu'Olivier a formé l'an dernier les tout premiers moniteurs. Les premiers pionniers qui ont commencé vraiment à enseigner cette discipline, c'est un petit peu dans ce bassin méditerranéen que ça a été un petit peu la pouponnière. Sport extrême à Palavas, mondial du vent à Leucate, 2 festivals concurrents rassemblent la même semaine les meilleurs fly surfeurs du monde. Dans ce qu'on appelle désormais la Fly Surf Valley, la compétition est rude et pas seulement sur l'eau. Recyclés dans le business, les pionniers d'hier se livrent aujourd'hui une bataille d'antériorité. Il y a 6 ans, Laurent Ness menait ses expériences sur les plages de Palavas. Moi j'appelais ça du surf à cerf-volant à l'époque. Il me disait mais il y en a combien qui font? Je disais il y en a un. J'étais tout seul. Et puis après, tu avais d'un autre côté, si tu veux, les gens du windsurf qui étaient beaucoup plus sceptiques, qui disaient ça remonte pas le vent, ce truc-là, ça marchera jamais, et puis tu te fais secouer la tête, et ceci, cela, quoi. Bon, aujourd'hui, on s'est pas trompé. En 3 ans, la part du fly surf est passée de 20 à 98% dans le magasin de Laurent. Et son chiffre d'affaires a été multiplié par 5. La planche à voile perd de la vitesse, détrônée dans les magasins du littoral par une discipline plus spectaculaire. La presse emboîte le pas, avec 5 magazines consacrés au fly, le décollage est garanti. Pour avoir leur place au soleil, les coureurs devront attendre encore un peu. La discipline est jeune et les sponsors timides. Si Raphaël Salle est devenu un golden boy du fly, c'est parce qu'à 37 ans, il dessine ses planches, teste ses voiles et commercialise sa marque dans le monde entier depuis Montpellier. C'est un marché en plein boom. On est un peu les start-up du fly surf et tout l'avenir est devant nous, tout est à faire. Sur l'eau, sur la plage et sur la neige aussi. C'est un nouveau marché qui va se développer. Dès cet été, les grands magasins de sport devraient proposer stages et équipements aux amateurs de glisse. Qui sait si le fly surf deviendra un sport populaire, il ne restera pas moins un sport extrême. Tennis, cet après-midi, Cédric Pioline s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis donc, de Monte-Carlo. Le Français s'est imposé 6-3, 6-1 face au Marocain Karim Alami. Rendez-vous donc dimanche pour la finale. Pioline rencontrera le Slovaque Dominic Patti. Commentaire Nathalie de Ringsa. Sur le central de Monte-Carlo, Cédric Pioline a passé sa journée à réussir des coups gagnants et à se faire applaudir par son adversaire. Karim Alami n'a rien pu faire face aux joueurs français particulièrement inspirés. Un premier set expédié 6-3 en 32 minutes. Le malheureux Marocain a tout tenté pour s'imposer, mais aujourd'hui, le numéro 1 français était bien plus fort. Dans la deuxième manche, Pioline se détache rapidement. 6-1, une demi-heure de jeu, une leçon de tennis. Alami en a mangé sa raquette. Pioline, lui, atteint la finale de ce tournoi pour la 3e fois de sa carrière. À quelques semaines de Roland-Garros, il est en grande forme et tentera demain, face à Dominic Herbati, d'offrir à la France son premier succès à Monte-Carlo depuis 1963. À Paris au Bourget, le rendez-vous des passionnés de la transformation automobile. Le salon du tuning devrait accueillir quelques 50 000 visiteurs. Luc Bazizin et Pascal Caron se sont intéressés à un drôle de concours de sonos. Gare aux oreilles. Ça, c'est ce que l'on appelle un concours de pression acoustique, où la démesure sonore poussée à son maximum. Des dizaines de particuliers viennent là, histoire de montrer à quel point leurs haut-parleurs en mettent plein les oreilles.
quand tout le monde nous regarde, quand on passe dans la rue, qu'un gros coup de basse, tout le monde « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est sûr, c'est aussi une grande satisfaction. Vous avez le droit, c'est homologué? Non, je me fais souvent arrêter par les policiers, ouais. Et alors? Par la gendarmerie, rien que simple contrôle de papier et faut baisser la musique. Cette voiture est entièrement... Plus les candidats se présentent, plus les limites sont repoussées. Cette fois, il faut visser les portes pour éviter qu'elles ne s'ouvrent sous l'effet de la pression acoustique. Même les vitres sont renforcées. Seuls, des micros peuvent rester à l'intérieur. À chaque décibel supplémentaire, la puissance est multipliée par 2. Là, nous sommes aux alentours de 158 décibels. Ça voudrait dire qu'il faut 16 Boeing qui décollent pour faire la même performance à peu près. La personnalisation à outrance de la voiture, c'est ça, ce qu'on appelle le tuning. Un marché chiffré en France à 800 millions de francs par an, 10 fois plus qu'il y a 3 ans. Il y a un effet de bande, un effet de tribu, c'est-à-dire que les jeunes sont à la recherche d'une identité. C'est vrai dans la musique, c'est vrai dans les vêtements, mais c'est vrai également dans l'automobile. De plus en plus d'adeptes, en fait, un phénomène de société où la voiture est vénérée et la femme souvent banalisée. Une logique qui dépasse parfois l'entendement. Vous vous souvenez sans doute de cette sculpture sur les Champs-Élysées, celle d'une vache perchée dans un arbre qui avait fait fureur l'an dernier. Son auteur est un Anglo-Australien, il s'appelle John Kelly et connaît une notoriété grandissante. Christophe Duchiran et Frédéric Basile l'ont rencontré à Brighton, en Grande-Bretagne. En Angleterre, quand il y a du foot à la télé et qu'on n'a pas la télé, il y a toujours le pub qui aide à assouvir et la soif et la passion. John Kelly, peintre et sculpteur, aime le football et ne déteste pas la bière. En tant qu'artiste, John Kelly a des obsessions. Son travail obéit à la loi des séries. Série sur le thème de la vache, qui n'est pas une vraie vache. Série sur le thème du cheval, qui n'est pas un vrai cheval. Série qui mélange la vache, le cheval, le zèbre. Actuellement, la ville du Mans et le centre culturel de l'Espal lui consacre une rétrospective avec une 50aine de ses œuvres. J'espère qu'en regardant mes peintures, les gens seront assez curieux pour aller chercher ce qu'il y a derrière la représentation. John Kelly tire son inspiration des petites histoires de l'histoire australienne. Par exemple, ce cheval qu'il peint, en long, en large, en travers ou en morceaux, c'est Farlap. Farlap, cheval mythique et imbattable de l'Australie du début des années 30, qui faisait le bonheur des parieurs. En 1932, Farlap meurt mystérieusement aux États-Unis, sans doute empoisonné par des entraîneurs concurrents. Mais tellement célèbre, tellement adulé, Farlap, ce héros, est empaillé et exposé au Muséum de Melbourne. John Kelly peint et dépeint non pas le vrai Farlap, mais le Farlap des taxidermistes. Ce cheval mort est resté vivant par la force du mythe. Il y a ce mot, le simulacre, et je suis intrigué par ça. Cela fait partie des références dans l'histoire de l'art qui fait que lorsque vous peignez le corps de quelque chose, ça n'est plus cette chose, mais une représentation. Il est né en Angleterre, mais à l'âge de 6 mois, ses parents sont partis s'installer en Australie. John Kelly l'émigrant se dit fasciné par le phénomène de la transplantation, comme le cheval ou la vache, introduit en Australie par les colons anglais. John Kelly s'intéresse aux vrais faux semblants des choses, au camouflage, aux apparences. À l'avenir, qui prendra place dans le dédale de l'artiste anglo-australien? Le poisson, le kangourou, le koala, jusqu'à l'obsession. Dans l'abbaye royale de Fontevraud, dans ce cadre magique, se donnent ce week-end les grandes œuvres religieuses de Jean-Sébastien Bach, la fusion d'un lieu mythique et d'un des monuments de la musique religieuse. Michel Montpontet, Philippe Ludier. Pour parler à Dieu, l'homme a toujours voulu étirer la pierre, tendre ses tours vers lui. Mais à l'abbaye royale de Fontevraud, peut-être plus qu'ailleurs, la pierre, sous le génie mystique du Moyen-Âge, aura oublié un peu plus de sa propre lourdeur. Pour piéger la lumière divine et la célébrer, les architectes ont dû appeler les peintres pour ensemble peut-être gravir le chemin de la grâce et de l'inaccessible perfection.
5 siècles durant, ici, les mots Dieu et beauté eurent exactement le même sens. Et Pâques n'était pas une date, mais un rendez-vous avec cette beauté. Un homme fut toujours ponctuel à ce rendez-vous et donna à sa musique la durée de la pierre et l'immatérialité de la prière. Bach. Quand simplement écouter Bach, mais écouter vraiment, semble rapprocher de soi-même pour y retrouver dans la musique Dieu ou pas. Je pense que quelqu'un qui est venu écouter la Passion selon saint Matthieu, la Passion selon saint Jean, et qui est croyant, ça prend pour lui aussi une autre dimension. Mais je crois qu'on peut très bien ne pas croire et rentrer dans cet univers musical de Jean-Sébastien Bach. Mais l'abbaye de Fontevraud fut aussi une prison. 150 ans durant ici, la foi fit place à la loi de la République, la rédemption à la punition. Mais Bach, le temps de cette pause pascale, sembla élever des sculptures modestes de prisonniers, au rang d'ex-voto, troublant de modestie, vibrant d'espoir, comme un art religieux. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres. Opération Commando la nuit dernière à Miami. Le petit Eliane, emmené par des agents fédéraux, a retrouvé son père à Washington. Le président des États-Unis s'explique à la télévision. L'enthousiasme à Cuba et la colère des manifestants à Miami. Dans le Gard, ce tragique accident, une fillette de 6 ans emportée par le tourbillon des eaux. Sa famille a tenté de la secourir en vain. Au total, 3 personnes disparues. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice. 20h55, Planète en folie, présentée par Michel Courtemanche et Philippe Gildas. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Richard Anconina. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.